Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo. Si vous êtes vous-même parent d'un enfant ou de plusieurs enfants avec troubles envahissants du développement, troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, un enfant considéré comme zèbre au potentiel intellectuel, un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, qu'il s'agisse de l'autisme au sens classique du terme, si je puis dire, ou de type Asperger, que vous ayez un enfant également avec un trouble 10 ou multi-10, qu'il y ait d'ailleurs diagnostic ou pas, si vous me suivez déjà depuis quelque temps, vous savez que je ne suis pas particulièrement friande des diagnostics intempestifs, parce qu'un diagnostic peut être utile, encore faut-il pouvoir l'accompagner et y donner du sens, tant pour vous, les parents, que pour l'enfant, ou le jeune adulte, l'adolescent qui se retrouve avec un diagnostic. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans ce descriptif que je vous adresse, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Parce que je vais parler du quotidien de ces familles, de votre famille, et si vous êtes en périphérie d'un de ces parents, d'une de ces familles, je pense que cette vidéo pourra vous donner quelques pistes pour mieux comprendre le quotidien et surtout apporter du soutien, de l'empathie et de la compréhension. Alors c'est parti. Bien souvent, lorsque l'on parle de ces enfants, on va parler des troubles qu'ils connaissent. Alors ça, évidemment, c'est traité dans nos vidéos, dans nos accompagnements, dans mes articles. Simplement, on oublie trop souvent le quotidien des parents, de la famille au complet, avec la fratrie qui est incluse dedans. Je mets un petit peu en périphérie et de manière annexe la famille avec les grands-parents, les oncles, tantes, cousins, cousines, parce que eux peuvent apporter du soutien ou pas en fonction de leur positionnement, mais ne sont pas dans le quotidien permanent de l'enfant ou des enfants considérés. C'est différent d'accompagner l'enfant de manière ponctuelle, même si c'est régulier, même si c'est une fois ou plusieurs fois par semaine, que de l'avoir tous les jours et d'être responsable de son suivi ou que cet enfant habite dans votre foyer. Ce n'est pas la même chose. Le quotidien de ces familles, à quoi ressemble-t-il ? Bien sûr, chaque famille est différente. Donc il ne s'agit pas de faire des généralités et de dire que si vous avez un enfant avec un de ces troubles spécifiques, ça veut dire que vous rentrez dans cette case. Non. Simplement, il y a quand même des grosses catégories dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Si vous vous posez la question, est-ce qu'elle connaît ce quotidien-là ? Évidemment, la réponse est oui. C'est notamment une des raisons pour lesquelles je me suis spécialisée au niveau professionnel et de l'accompagnement auprès de ces familles, parce que je me suis rendu compte, il y a quelques années en arrière, qu'il existe très peu de cadres où l'on peut réellement s'exprimer, exposer ses difficultés pour la famille et être accompagné, réellement écouté et compris. Donc ceci mis de côté, oui, je sais quelle est la situation et le quotidien de ces familles et j'accompagne qui plus est des familles de la sorte et des parents parce que lorsqu'on sait de quoi il s'agit, on peut avoir davantage de compréhension. Donc je le dis, je le répète, chaque famille est différente. La mienne présente des caractéristiques, la vôtre, celles qui vous sont propres. Quel est donc le quotidien de ces familles ? Avoir un enfant avec un trouble, quel qu'il soit, bien sûr que c'est déjà complexe en soi. Il faut comprendre ce trouble, il faut arriver à le diagnostiquer ou pas, comme je vous l'ai dit, mais mettre des mots sur la situation, ne serait-ce que de dire « c'est difficile avec mon enfant, il y a telle ou telle difficulté ». Et puis aussi, se confronter au regard des autres. Cette prise de conscience peut arriver à un moment ou à des moments différents dans la vie de votre enfant et dans votre statut de parent. Ça peut être déjà tout petit où vous vous rendez compte que votre enfant est particulièrement agité. Souvent, ça va être l'agitation de l'enfant qui va faire un diagnostic précoce. Après, lorsqu'il s'agit de troubles plus diffus, ce sera plutôt l'entrée à l'école, l'arrivée de la scolarité, des activités périscolaires où là vous aurez des retours des enseignants, des personnes qui gravitent autour de votre enfant, la nounou, des fois la crèche, ça dépend. Dans certains cas, la crèche qui a beaucoup moins d'attente ne se rendra compte de rien parce que l'enfant rentre dans un moule tranquille avec des rythmes qui lui conviennent. Donc déjà, il va y avoir un moment où il va y avoir une alerte. Pour les parents, c'est déjà un premier point qui peut être difficile parce que il y a un refus. Si vous, au quotidien, vous vivez très bien avec votre enfant et que vous n'avez rien remarqué de particulier, il peut y avoir un certain temps de prise en compte, un certain agacement aussi des autres qui font des remarques. Et puis, arrive un certain moment où vous vous dites aussi
qu'est-ce qui se passe qu'à mon enfant? Et là, c'est le drame, parce que dans certains cas, avant qu'un diagnostic ou des mots venus de l'extérieur soient apposés, ça peut être long, très long et difficile, douloureux pour vous et pour votre enfant. Mais comme là, je parle de la famille, je vais vraiment rester concentrée et centrée sur la famille. Il y a aussi, comme je vous le disais, les personnes qui sont autour du cercle familial quotidien. Donc ça peut être les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, les personnes qui gardent l'enfant, qui vous accompagnent et qui peuvent faire des retours. Alors ces retours ne sont pas forcément agressifs et négatifs, mais vous pouvez avoir des remarques. Il a une manière curieuse, bizarre de s'exprimer, c'est bizarre ce qu'il fait, je le trouve particulièrement agité, ou alors les personnes bien intentionnées, tu devrais faire attention, je l'aurais déjà puni depuis longtemps, ou je lui en aurais mis une bonne. Bon, vous allez avoir un certain nombre de remarques, ou d'attitudes, ou de regards qui vont commencer à vous alerter. Donc ça commence à être compliqué parce qu'en tant que parent, vous avez envie de bien faire, vous voulez éduquer correctement votre enfant, lui donner une éducation aussi selon votre modèle, selon vos principes. Et puis, ça ne suit pas forcément comme vous l'aimeriez et comme vous le souhaitez au quotidien. L'enfant grandit, diagnostic ou pas, ça peut devenir très compliqué au niveau de la situation familiale et au niveau du couple. Beaucoup de couples sont en difficulté du simple fait qu'avoir un enfant avec un trouble, c'est épuisant. C'est épuisant physiquement, c'est épuisant nerveusement, moralement, psychologiquement et sur le plan familial parce qu'on n'arrive plus à se projeter tel que l'on se représentait dans sa famille idéale. Alors ça, c'est vrai que psychologiquement parlant, l'enfant rêvé, famille idéale, on met aussi un petit peu de côté, même si ça s'insère, il y a des liens évidemment. Mais lorsque vous avez cet enfant avec ce trouble spécifique, là on est dans une autre dimension encore parce que la famille ne fonctionne pas telle que vous aimeriez la voir avancer en fonction de vos attentes, de vos critères et comme je le disais, de vos principes d'éducation. Je donne des exemples. Vous avez envie d'avoir une maison relativement rangée, ordonnée, avec une certaine souplesse. Vous avez des enfants et rien ne suit. Quand vous avez des enfants avec des troubles 10, c'est très compliqué au niveau organisationnel, au niveau du rangement, au niveau de la prévision du quotidien, du lendemain. Rien ne se passe tel que vous l'aviez envisagé ou vous l'auriez souhaité. Quand vous avez un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, ça prend encore d'autres caractéristiques parce que l'enfant ne suit pas le rythme de la famille, c'est plutôt la famille qui s'adapte à son rythme. Quand vous avez un enfant qui présente une précocité, ce qu'on appelle un haut potentiel ou un petit zèbre, vous avez plein de questionnements, parfois des crises aussi, des crises affectives, des crises avec des démonstrations où l'enfant va se replier aussi sur lui et là vous devez aussi vous adapter. Et quand vous avez en plus le regard des autres, les remarques ou non d'ailleurs des autres, cela vient ajouter à la détresse, appelons les choses telles qu'elles se nomment, à la détresse familiale, à la détresse parentale, à la détresse aussi conjugale. Parce que parfois, au bout d'un certain moment, à force de faire des efforts, de réfléchir ensemble dans le couple, qu'est-ce qu'on fait mal, qu'est-ce qui fonctionne pas chez nous, on peut en arriver à une situation où on va accuser l'autre là où ça fait mal et se blesser réciproquement. Et donc, surtout, il faut que le couple arrive à se faire aider de manière thérapeutique ou amicale. Parfois, un cadre neutre est vraiment indispensable pour poser des mots, pour se retrouver tout simplement en dehors du cercle familial habituel et pouvoir se retrouver parce que vous avez de nombreux couples qui se séparent parce que la situation est devenue très difficile. Non pas à cause de l'enfant, mais à cause de la situation que les troubles vont générer. Donc oui, avoir une famille dont l'enfant ou dont un enfant présente des troubles, c'est compliqué. Il y a le regard des autres, il y a les convocations à l'école, il y a les mots dans les carnets parce que le cartable n'est pas complet, parce que les devoirs n'ont pas été suffisamment faits alors que vous aviez pensé faire au mieux, que votre enfant avait affirmé que c'était fait complètement ou qu'il y a eu une crise de devoirs la veille au soir.
Il y a aussi les mots parce que parfois c'est l'attitude. L'enfant peut se montrer agressif ou avoir eu une attitude inappropriée à l'école. Tout ça, c'est éprouvant et c'est vrai que c'est important, je pense, que l'école, que les encadrants prennent la dimension de ce que vivent les familles au quotidien. Il est vrai qu'être parent, c'est être responsable de son enfant dans sa globalité. Mais être parent, c'est aussi avoir besoin d'un soutien lorsqu'il y a un trouble. Quand il y a une maladie physique, on va comprendre que la famille a besoin d'être encadrée. Et encore que, bien sûr que c'est discutable. Quand il y a un trouble psychologique, neurologique, cognitif, un trouble du spectre de l'autisme ou au niveau du développement intellectuel de l'enfant, la famille est très souvent réellement oubliée. Et donc les parents se retrouvent dans une situation conflictuelle, c'est un conflit interne, beaucoup de culpabilité. Et puis, il y a la fratrie autour. Il y a les autres enfants qui observent ce petit frère, cette petite sœur ou ce grand frère, cette grande sœur qui accapare toute l'attention des parents. Même si on est d'accord que c'est pas de l'attention de qualité, les parents aimeraient plutôt passer un temps qualitatif avec cet enfant, avec les autres enfants. Mais voilà, pour la fratrie, ce qu'il constate, c'est que l'enfant attire toujours l'attention sur lui et que c'est lui qui accapare les parents. Et donc, il peut y avoir une mise de côté, un rejet, une rancœur envers le frère, la sœur en question. Et puis un point aussi que j'ai constaté très fréquemment, c'est quelque chose qui au début m'avait beaucoup surprise parce que je ne pensais pas que c'était aussi fréquent que ça. Il y a énormément de familles qui en réalité ont un enfant mais ont aussi plusieurs enfants avec des troubles, qu'ils soient similaires ou différents, autisme, 10, troubles envahissants du développement de toutes sortes, hyperactivité. Et on a beaucoup de familles qui se retrouvent avec une multiplicité d'enfants. Alors tout dépend du nombre d'enfants dans la famille, mais à partir du moment où vous avez 2, 3 enfants avec un trouble, ça devient très compliqué pour les parents. Pour autant, il y a quand même des points assez amusants ou plutôt positifs dans ces situations-là. C'est que déjà au niveau de la fratrie, lorsque vous avez plusieurs enfants avec des troubles spécifiques, il y a un langage commun, un fonctionnement commun qui se met en place dans la famille. Et donc en général au niveau de ces fratries, il y a une entente plutôt positive. Ça n'empêche pas les petits conflits du quotidien, mais les enfants vont se soutenir parce qu'il y aura le groupe fratrie. Déjà, à partir du moment où il y a 3 enfants, on arrive dans la famille nombreux, et donc forcément il y a un groupe au niveau de la fratrie, donc une cohésion, mais quand on vit des troubles en commun, les enfants vont pouvoir mieux se comprendre. Donc langage commun, difficultés communes, partage le soir en rentrant de l'école de ce qu'on aura pu vivre à l'école, des difficultés, de ce qu'aura dit la maîtresse, le professeur, les camarades, les moqueries. Donc il y aura une certaine cohésion. Et puis, même si la situation est bien sûr plus compliquée parce que cela multiplie les questions de gestion pour les parents, au bout d'un moment, on observe un certain lâcher-prise. Quand on a un enfant, ça va être notre cheval de bataille en quelque sorte. Quand on en a plusieurs, arrive un moment où on est obligé de lâcher prise et on observe des parents qui ont complètement accepté ce qu'il en est et qui vont solliciter de l'aide ou laisser passer tout simplement les remarques négatives, les regards négatifs qui vont beaucoup moins les toucher. Et je trouve que ça c'est quelque chose de positif. Ça n'empêche pas qu'avec un seul enfant, avec un trouble, on peut arriver aussi à cela, mais je pense vraiment que la première chose à faire si vous observez des familles dans cette situation-là, c'est surtout de ne pas les juger négativement. Regardez le positif chez ces familles, regardez ce que font ces parents, imaginez tout simplement leur quotidien et ayez un regard différent. Je suis épatée à chaque fois d'entendre ces parents qui occupent un emploi, qui s'occupent de leurs enfants au quotidien, qui gèrent les devoirs, qui gèrent les rendez-vous multiples chez les spécialistes à tout va, psychothérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues. Enfin, imaginez juste le quotidien de ces familles-là et ensuite on a un regard bien plus bienveillant. Donc voilà, le mot d'ordre serait bienveillance évidemment, mais surtout si j'ai créé mon cœur d'enfant et si avec mon équipe nous avons aussi créé le pouvoir des zèbres,
C'est avec cette idée telle que je l'évoque, un peu le slogan de McDonald's, venez comme vous êtes, venez comme vous êtes comme vous êtes, votre famille est très bien comme elle est, et dans la différence, on trouve des choses magnifiques. J'espère que cette vidéo vous aura apporté du réconfort, de la compréhension. Et si je reconnais, il n'y a pas forcément d'outils dans cette vidéo aussi, le message est celui-ci. Prenez le temps aussi de vous féliciter et d'admirer ce que vous faites au lieu de vous faire sans arrêt des reproches. Parce que oui, vous n'êtes pas des parents parfaits, mais par contre vous faites au mieux et vos enfants le remarquent. Soyez-en conscients.